sur le www.re2m.org. Il est 14h. Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les 3e jeudis du mois, de 14h à 15h, sur le 98.4 FM et sur re2m.org. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, la maladie de Parkinson. Une maladie neurologique qui touche des millions de personnes à travers le monde et qui reste encore méconnue. Au programme, des explications claires, des témoignages bouleversants et surtout des pistes d'espoir entre avancées médicales et stratégies du quotidien. Restez avec nous, c'est tout de suite avec Gérard et Olivier. Bonjour messieurs. Bonjour Francis. Bonjour Francis, président de la radio l'Entre-deux-Mers 98.4. Bonjour Olivier. Bonjour Gérard, bonjour Francis. Juste une petite chose, des millions de personnes, effectivement. Dans le monde, il y a 10 millions de personnes. Et d'ici 2050, s'il ne se passe rien de positif pour la recherche sur cette pathologie dite de James Parkinson, le chiffre de 10 millions sera multiplié par 2. Oui, donc c'est la maladie neurodégénérative qui évolue le plus vite, qui est la exponentielle la plus importante. Et donc c'est important de communiquer autour parce que effectivement tôt ou tard, on sera concernés les uns ou les autres sur cette maladie. Donc aujourd'hui, c'est la rentrée pour nous. N'est-ce pas Gérard ? On a passé l'été avec rediffusion de quelques émissions qu'on avait passées tout au long de l'année. Tout à fait. C'est la première de l'année et c'est également la première de... On t'entend pas Gérard, Francis ? On ne t'entend pas. Pardon ? Est-ce qu'il peut changer de micro ? Oui, 1, 2. Ah, on m'entend pas. Olivier, est-ce qu'il peut changer de micro ? Ok, il y a un petit souci technique, c'est la première de la rentrée. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Est-ce que c'est mieux, Francis ? 1, 2, 3, c'est bon. Bon, donc je disais, c'est la première de la rentrée, c'est le petit couac de démarrage pour la rentrée, un petit problème technique indépendant. Alors je vais expliquer pourquoi le problème technique, c'est qu'il y a des gens qui passent avant nous et qui oublient de remettre les choses en place. Voilà. Ok, bon. Mais c'est ça l'associatif. Le message est passé. Donc voilà, ce que je disais, pour résumer rapidement en 2 mots, c'est la première émission de la rentrée. Donc on est un petit peu avec des petits problèmes techniques, c'est normal. Ça ne se reproduira plus. On va faire attention à rallumer les micros maintenant. Et c'est également la 3e année qu'on est sur les ondes. Absolument, donc, c'est la 3e saison et elle débute sur les chapeaux de roue, mon petit Olivier. Voilà, donc c'était le bizutage pour me concernant. Donc voilà, mais ça, tout va mieux, tout va bien se passer. On fera quelques petits ajustements tout à l'heure si besoin en est. Donc au programme de cette émission aujourd'hui, on va écouter Marie-Justine Mahinck, qui est orthophoniste spécialisée dans la maladie de Parkinson à Andernos-les-Bains. On écoutera également le professeur Tison, qui est parrain de cette émission également, il faut le rappeler. Qui est neurologue. Qui est le professeur en neurologie, effectivement. Et il va nous parler des bienfaits de la méditation. Donc ça, c'est pour commencer sur une rentrée un peu plus zen et un peu moins stressante. Et puis, si on a le temps à la fin de l'émission, parce que nos deux intervenants sont assez bavards, Gérard nous reviendra sur un webinaire qu'il a animé au mois de septembre dernier. Donc, je te laisserai en parler quand on aura un peu de temps sur la fin de l'émission. Tout à fait, Olivier, tout à fait. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence de suite par écouter Marie-Justine. Francis, c'est à toi. Merci. Alors, je préciserai que l'orthophonie est important pour les personnes atteintes de la pathologie dite de James Parkinson et que cet orthophoniste va nous donner quelques pistes, quelques tuyaux.
Bienvenue dans Espoir sans tremblement. Nous sommes avec Emmanuel Godmet. Bonjour Emmanuel. Bonjour Francis. Alors Emmanuel, tu vas nous présenter ton invité pour ce jour. Bonjour à tous. Pour ce jour et pour les prochaines émissions, nous allons travailler et discuter avec Marie-Justine Maninck, qui est orthophoniste à Anvers-Noce-les-Vins. Marie-Justine va nous expliquer quelles sont ses compétences, puisqu'elle donne des cours en plus d'orthophonie. Nous allons essayer de balayer tous les domaines qui, dans l'orthophonie, peuvent aider le parkinsonien dans la résolution de ces symptômes. Marie-Justine, vous voulez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Justine Maninck. Je suis orthophoniste depuis 2015 maintenant. Aujourd'hui, je travaille en libéral, mais auparavant, j'ai déjà travaillé en service de neurologie et en soins palliatifs pour une maison de santé. Effectivement, je suis aussi chargée de cours pour l'université de Bordeaux, pour le centre de formation des orthophonistes. Et voilà. Et donc, pour plus particulièrement pour les patients parkinsoniens, je suis titulaire d'un diplôme interuniversitaire pour les maladies neurodégénératives et je suis certifiée LSVT Loud. Voilà. Et c'est avec plaisir que je vais vous parler de mon métier. Belle panoplie, Justine. Belle panoplie. Alors, on a un projet d'interview qui est ambitieux, qui va se passer sur 4 séances, peut-être. Nous allons d'abord évoquer les généralités, et les généralités qui passent par un bilan. Nous allons ensuite évoquer la voix, l'articulation et la respiration, qui sont toute la partie phonique au cours d'une autre émission. Marie-Justine nous parlera de la LSVT, qui est la méthode américaine, qui reste confidentielle dans son contenu, mais se fait en 4 semaines. Tout ça nous sera expliqué par Marie-Justine. Oui. Donc la voix, la LSVT, la main et l'écriture, la connaissance et la concentration, les fausses routes et hypersalivation. Et pour finir par le visage. Marie-Justine, c'est ce qui nous a paru comme découpage le plus intéressant de toutes les compétences qu'a l'orthophoniste pour aider le parkinsonien. Tout à fait. Alors, c'est ambitieux, mais notre objectif est de vous aider, de nous aider, puisque moi je suis parkinsonien aussi, dans la rencontre avec l'orthophoniste. Il est important que le patient soit conscient de toutes les compétences qu'a l'orthophoniste et tous les domaines dans lesquels il peut l'aider. J'ai été surpris de constater que nombre de parkinsoniens ne savent pas que l'hypersalivation, par exemple, est due à un problème musculaire et donc quelque chose qui se soigne relativement facilement et certainement pas que le médicament. Donc peut-être que nous allons attaquer les généralités. Oui, tout à fait. Alors, donc déjà, il faut savoir que être orthophoniste, c'est un métier qui est récent, ça date des années 60. On est encore beaucoup associé aux enfants, malheureusement. Mais il faut savoir qu'on peut travailler avec toute la population, que ce soit du nourrisson jusqu'à la personne âgée, et même en soins palliatifs. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des patients en fin de vie. Donc, on a un bulletin officiel, le dernier en date de 2013, et qui nous indique qu'un orthophoniste peut travailler en prévention et en rééducation des troubles du langage, de la communication, de la déglutition. Donc bien sûr, pour la maladie de Parkinson plus précisément, ça rentre tout à fait dans nos champs de compétences. Effectivement, donc les orthophonistes, on intervient de façon précoce normalement. Avec les kinésithérapeutes, nous sommes les 2 professions paramédicales qui sont censées être prescrites tout de suite après le diagnostic. Donc, si ce n'est pas le cas, il y a un souci. Il faut que vous demandiez à votre neurologue une prescription, au moins pour un bilan. Alors, en quoi ça consiste un bilan orthophonique ? Tout d'abord, on va partir de votre plainte, en fait. Donc, votre plainte, comme tout à l'heure, comme on le disait, comme Emmanuel le disait, les 4 grands champs de compétences d'un orthophoniste sur la maladie de Parkinson, ça va être bien évidemment la voix, tout ce qui est phoniatrie, donc tout ce qui est voix, articulation, respiration. Il va y avoir éventuellement le graphisme, même si avec l'arrivée du numérique, c'est une demande qui se perd un petit peu, le fait d'écrire en patte de mouche.
En troisième grand champ de compétences, on va avoir tout ce qui est cognition. Donc, dans la maladie de Parkinson, c'est surtout des soucis de concentration et un ralentissement de la pensée avec quelquefois un manque du mot. Et enfin, et non des moindres, on va avoir tout ce qui est déglutition, avec éventuellement des fausses routes, avec éventuellement des problèmes de salivation, et tout ce qui est effectivement ce qu'on appelle nous l'oromyofacial, c'est-à-dire tout ce qui est visage, avec un visage qui peut être figé, ce que nous appelons un peu le masque de Parkinson. Voilà un petit peu tout ce sur quoi nous pouvons travailler en tant qu'orthophoniste et en fonction de votre plainte. C'est-à-dire que vous arrivez dans nos cabinets, si vous arrivez à avoir un rendez-vous, parce qu'on sait malheureusement que c'est compliqué de nos jours. Les rendez-vous peuvent être à distance et on en est vraiment désolé, on n'est pas du tout suffisant sur le territoire français. Mais on va vous communiquer avec Parkinson Vivre et Travailler, on va vous communiquer un site de régulation qui s'appelle Allo Ortho, et qui pourra vous aider à mieux trouver un orthophoniste. Mais à partir de votre plainte et de ce que vous ressentez, c'est-à-dire j'ai des problèmes de voix, j'ai des problèmes de déglutition, j'écris mal ou mon visage est figé, nous, on évalue et on travaille en prévention, en rééducation, et si malheureusement c'est un peu tard, on peut travailler en compensation. Voilà. Alors, tout ça est un peu, ça fait trop d'informations. J'imagine que vous qui êtes à l'écoute, ça fait trop d'informations. Ce que nous avons créé sur le site Parkinson Vivre et Travailler, c'est un maillage qui n'est pas tout à fait le même, mais qui reprend avec des exercices l'ensemble de ce périmètre. Donc, il y a possibilité de se mettre sur le site. Nous allons l'étoffer au fur et à mesure des séances que nous allons avoir ensemble. Mais l'orthophonie est disponible avec des exercices dans différents périmètres, des exercices pour la voix, pour les fausses routes et pour l'hypersalivation, pour l'articulation, pour la concentration, pour l'écriture, pour l'écriture en patte de mouche et pour les troubles cognitifs et des exercices du visage. Donc, ne pas oublier que l'orthophoniste va vous aider à cerner les difficultés que vous rencontrez, mais il faut que chacun d'entre nous, parkinsoniens, on se fasse à l'idée que des exercices existent, des exercices palliatifs. Je ne sais pas si Justine peut nous donner quelques exemples, mais c'est important de savoir que sous la houlette de l'orthophoniste, on peut mettre en place des choses au fur et à mesure que les problèmes, les symptômes apparaissent. Tout à fait. Et il faut savoir que maintenant, on travaille tous de façon quand même très collaborative, on va dire, avec nos patients, et que vous êtes acteurs de votre prise en soin. Et nous, on essaye de vous guider, de vous donner des astuces, mais on peut rien faire sans vous. Et effectivement, je peux vous donner des exercices types en fonction des plaintes que vous pouvez éprouver. On verra peut-être en fonction des différentes interviews, parce que là, si je commence dans les détails, effectivement, ça va prendre beaucoup de temps. Mais effectivement, c'est un travail collaboratif. Nous, on vous donne des astuces, on vous donne des aides, et vous les mettez en place au quotidien. Et en fait, c'est cette espèce de va-et-vient en fonction de votre plainte et de ce que vous ressentez et de nous, ce qu'on observe et de comment on l'observe et de ce qu'on vous préconise, en fait. Mais c'est toujours un va-et-vient. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je conçois mes prises en soin. Ce qui veut dire que le patient doit être conscient de ses symptômes, des compétences de l'orthophoniste et de cet échange qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. Exactement. Donc ça passe comme vous l'avez fait pour moi, ça passe par un bilan. Oui. Donc un bilan que si vous voulez bien, Justine, c'est prendre quelques instants pour le décrire. Ce bilan permet de cerner les difficultés rencontrées par le malade, et il est réajusté tous les 6 mois ou tous les ans peut-être. Tout à fait. Au fur et à mesure que nos symptômes évoluent, puisqu'ils évoluent. Vous voulez bien nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans un bilan et ce qui permet aux malades de voir les périmètres qui sont en défaillance, parce qu'on n'en est pas toujours conscient. Hein. Tout à fait. Donc un bilan orthophonique. Déjà, il faut savoir que
pour l'instant, nous ne pouvons intervenir que sur prescription médicale. Donc, il vous faudra une prescription de votre médecin traitant ou de votre neurologue pour un bilan orthophonique et rééducation si nécessaire. Il y a quelques personnes qui travaillent ce qu'on appelle en accès direct, mais c'est un peu particulier. Il faut faire partie d'une maison de santé. Donc, partez du principe que si vous voulez un bilan orthophonique, de toute façon, il vous faut une prescription médicale. Voilà. Ensuite, une fois que... Je m'excuse de vous interrompre. Prescription médicale, il faut savoir que l'orthophonie, comme la kiné, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure par Justine, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Tout à fait. Dans la maladie. Il ne faut pas hésiter. Ce qui est important, c'est que le malade trouve un orthophoniste avec qui il s'entende, avec qui il se comprenne, et un orthophoniste qui prenne le soin et le temps de regarder les spécificités parkinsoniennes qui sont réelles. Exactement, tout à fait. Il faut savoir que, effectivement, comme le disait Emmanuel, la prise en soin en orthophonie, en kinésithérapie, dans le cadre de la maladie de Parkinson, fait partie des troubles pris en charge par l'affection longue durée, l'ALD. Donc, vous n'avez pas d'avance de frais à faire. Voilà, nous passons simplement la carte vitale et c'est entre la CPAM et nous. Donc, effectivement, il ne faut pas que ce soit un frein à la prise en soin parce que c'est pris en charge dans l'affection longue durée. Donc toutefois, voilà, pensez à demander une prescription avec l'intitulé bilan orthophonique et rééducation si nécessaire. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le bilan. Donc, il va y avoir toute une première partie que l'on appelle anamnestique. Voilà, c'est un nom un peu barbare, tout simplement pour dire que l'on va faire connaissance. On va faire connaissance, c'est-à-dire savoir depuis combien de temps le diagnostic est posé, un petit peu quelles sont vos plaintes. Encore une fois, je vais le répéter de nombreuses fois durant ces interviews. Je ne rééduque pas, en tout cas personnellement, je ne rééduque pas tous les problèmes. C'est-à-dire que je ne vais rééduquer que ce qui vous pose problème. C'est à partir de votre plainte, moi j'analyse ce qui vous pose problème et je vais rééduquer en fonction. C'est-à-dire que vous allez me dire j'ai un problème de voix, j'ai un problème de déglutition et moi je vais orienter mon bilan en fonction. Au niveau de l'anamnèse, c'est très important de bien faire connaissance, de bien prendre le temps, de savoir quels sont les traitements médicamenteux, de savoir quelles sont les autres prises en soin, parce que au niveau des prises de rendez-vous, effectivement, on sait que les personnes qui ont des maladies chroniques ont tendance à avoir beaucoup de rendez-vous médicaux et ça fait des plannings surchargés. Donc l'idée, c'est de ne pas surcharger tout le monde et de trouver un compromis entre les activités sociales, entre les séances de kiné, les activités les séances d'orthophonie. Donc, une fois qu'on a passé ce temps d'anamnèse, qui normalement est assez long, où l'on donne tous les détails médicaux et importants, et que l'on cible la plainte. Une fois qu'on a ciblé la plainte, on va donc créer notre projet de bilan et vous faire passer toute une série d'épreuves. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément très agréable, la partie bilan, parce que effectivement, vous êtes évalué. Donc, ça peut être un peu difficile, ça peut être un peu stressant. Il faut garder à l'idée que c'est pas trop douloureux, vous inquiétez pas. Voilà, ça peut être un peu stressant. Il faut savoir que pour nous c'est très intéressant, même si on sait que ce n'est pas le reflet de ce que vous donnez au quotidien. C'est-à-dire que l'évaluation, comme toute évaluation, comme on a à l'école quand on est enfant, un bilan, c'est vos compétences à un instant T. À un instant T plus 1, elles peuvent osciller. Mais nous c'est important parce que ça nous donne une photographie de ce que vous êtes capable de faire à un instant T, et ça nous donne, quand c'est le premier bilan, donc le bilan initial, ça nous donne un point de départ. C'est-à-dire, ça nous donne un point de départ sur ce que vous êtes. On sait que c'est une maladie malheureusement qui est dégénérative, donc d'avoir une photographie à un instant, ça nous permet de savoir quelle est l'évolution de la maladie. Et ça nous permet d'ajuster les traitements, qu'ils soient médicamenteux ou non, en fonction de cette évolution. Voilà. Et donc, classiquement, on découpe donc le bilan en bilan cognitif, bilan phoniatrie, où on va évaluer la voix, l'articulation, la respiration. Le bilan cognitif, ça va être tout ce qui est mémoire, concentration, attention. On peut faire une évaluation du graphisme et ensuite, on va faire un bilan classiquement déglutition. Voilà. Bon, tout ça peut paraître un peu abscon et beaucoup d'informations. Et il faut savoir que l'orthophoniste est certainement avec le kiné le thérapeute qui va le plus nous suivre. Je pense qu'il faut que l'on sache que l'on doit marcher la main dans la main avec l'orthophoniste.
Pourquoi ? Parce que je prendrai l'exemple de l'hypersalivation. On peut avoir des crises d'hypersalivation pendant quelques jours, réagir selon la méthode que nous indique l'orthophoniste, c'est-à-dire faire travailler son muscle. Marie-Justine, vous nous dites pour l'article, pour l'hypersalivation, l'exercice. Alors typiquement, l'hypersalivation, alors déjà il faut savoir si l'hypersalivation est donc due, est-ce que c'est un surplus de salive ou est-ce que c'est un défaut de déglutition ? Il faut savoir qu'on déglutit de façon complètement automatique sans s'en rendre compte. Comme vous le savez, la maladie de Parkinson a tendance à enlever les réflexes. Donc, comme elle enlève aussi ce réflexe-là, ce réflexe de déglutition de la salive automatique. Donc, déjà, une fois que l'on sait si on a une hypersalivation due à un surplus de salive ou un défaut de déglutition, on peut s'adapter. Donc, effectivement, moi, ce que je conseille quand on oublie de déglutir, entre guillemets, je conseille souvent de penser à déglutir après chaque phrase ou de se l'écrire, par exemple, quand vous êtes devant le miroir le matin, pensez à déglutir. Ça peut paraître artificiel, mais malheureusement, avec cette pathologie, il faut de toute façon réenclencher des automatismes qui sont perdus. Un peu comme quand vous êtes sur du freezing ou que vous êtes bloqué sur un pas de porte où vous vous dites droite, gauche ou 1, 2. Et bien là, c'est pareil pour la déglutition. Allez, je dois déglutir. J'ai trop de salive dans la bouche, je déglutis. Je finis ma phrase, je déglutis. Voilà. Donc il y a des méthodes. Il y a des méthodes, il faut les connaître. Il faut savoir que l'orthophoniste les connaît et peut vous les indiquer. C'est vrai pour l'écriture en patte de mouche, c'est vrai pour nos visages qui ont tendance à se fermer. On oublie de sourire alors qu'en fait on peut être d'humeur très très positive. On oublie de sourire parce que le visage ne travaille plus. Des exercices du visage devant un miroir, il y a moyen de faire des choses. Donc ce qui est important, c'est ce bilan que vient de nous expliquer Marie-Justine. Ce qui est important, c'est de savoir que pris en charge, on arrive à résoudre la plupart des problèmes pris les uns après les autres. Il y a des méthodes, il y a des aides. Vous pouvez me mettre sur le site pour regarder les exercices qu'on va un petit peu reprendre avec Marie-Justine au cours de ces prochains mois. Et qu'est-ce que je peux dire encore ? Moi, j'aimerais ajouter que, parce que ça peut être important et pour certaines personnes, ça peut être aussi un élément à prendre en compte. Ce n'est pas parce que vous avez une prise en soin orthophonique, ce n'est pas parce que vous commencez avec un bilan et une prise en soin que vous allez, parce qu'on sait que la maladie de Parkinson est une maladie au long cours, c'est une maladie qui est très longue. Vous n'allez pas faire de l'orthophonie 10 ans non-stop tout le temps. Il faut savoir que en fait, on va avoir à la fin de ce bilan, on va avoir des objectifs de prise en soin, des objectifs que maintenant on appelle les objectifs SMART. Les objectifs SMART, c'est on a des choses très pratico-pratiques, très rapides et très ciblées. Et en fait, si vous voulez, si aujourd'hui votre plainte c'est la voix, on va travailler la voix. Quand la voix va être suffisante et suffisamment fonctionnel pour vous, on va arrêter le suivi. Et bien sûr qu'on peut faire des allers-retours, on peut faire des pauses thérapeutiques. Ce n'est pas parce que vous commencez à un instant que vous allez être suivi pendant 10 ans toutes les semaines. On est sorti de cette orthophonie-là, il faut le savoir et c'est très important parce que moi la première, si on me dit tu commences un suivi et tu vas le faire pendant 10 ans toutes les semaines, ça va me déprimer. Et c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. On va avoir un objectif de prise en soin, on va le tenir. Une fois qu'on l'aura tenu et que ce sera fonctionnel, vous repartez, vous vivez votre vie. Et si ça se dégrade, vous me rappelez. Mais vous avez le droit de ne pas faire de l'orthophonie tout le temps, non-stop. C'est important. Non, c'est très important. En fait, l'orthophonie, c'est une image me vient à l'esprit. C'est la haute couture de la communication, en fait. C'est une jolie image. Oui, c'est une jolie image. C'est en fait, on a une difficulté, on a un point qui est en train de se relâcher. Et ben, on vient le resserrer et ça va bien. Donc, on se donne rendez-vous pour les prochains mois. On va regarder ensemble par domaine les problèmes de voix, les problèmes de main, les problèmes de visage. On accompagnera ça d'informations sur le site parkinsonvivretravailler.com et on est à votre disposition si vous voulez intervenir. Francis, tu nous dis peut-être le numéro de téléphone.
pour les contacts éventuels des auditeurs. Bien sûr, bien sûr. Espoir sans tremblement, c'est sur REM 4 rue Saint-Romain à Sauveterre de Guyenne 33 540 et le téléphone le 05 56 61 10 85. Marie-Justine, on a fait le tour des généralités et on se donne rendez-vous. Eh bien, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir à tous les deux. Au revoir, merci. Et voilà, vous avez entendu donc les propos tenus par une orthophoniste qui est agréée pour effectivement les pathologies dites de Parkinson et les pathologies neurodégénératives, Olivier. Oui, elle utilise la méthode dite LSVT Loud, qui est le pendant de la méthode LSVT Big, dont on a déjà parlé ici. LSVT Big qui est pour les mouvements. Donc en fait, l'idée c'est l'exagération des mouvements. Et LSVT Loud, c'est l'exagération de ce qui concerne la voix, donc parler plus fort, se forcer à parler plus fort, etc. Donc vous avez des listes d'orthophonistes, femmes ou hommes, dans la région dans laquelle vous vous situez. Vérifiez qu'il ait bien cet agrément pour que vous puissiez être pris en charge normalement. Voilà, merci pour cette précision. Effectivement, c'est important d'avoir un bon thérapeute près de chez soi. Francis me fait un signe, on fait une petite pause musicale et on revient juste après. De retour sur la radio Entre-deux-Mers, on a écouté juste avant la pause musicale Marie-Justine Mahinck, donc orthophoniste à Andernos-les-Bains. Et donc on a le plaisir de la retrouver sur les prochaines émissions puisqu'elle va nous accompagner quelques mois pour nous donner un petit peu des explications sur les bienfaits de l'orthophonie. Et des conseils. Et des conseils, voilà, des conseils pratiques. Donc là, on évoquait hors antenne avec Gérard les petits exercices que nous-mêmes faisions à la maison. Moi, je fais des grimaces devant le miroir le matin en récitant les voyelles de manière exagérée. Et Gérard fait des vocalises. Moi, je fais des vocalises. On me dit de faire des ah. D'ailleurs, je crois que tu as en collé une. Bon, Gérard, tu devais pas nous en sortir une? Oui, allez, un petit interlude, histoire drôle, sympathique, agréable. Ça se passe dans un jardin public, sur un banc public, où il y a un jeune homme avec des écouteurs sur les oreilles, qui est en train de jerker, là, et aller avec les bras, les jambes et tout. Il écoute une musique dont on ne connaît pas l'origine, mais en tous les cas, il se déhanche. Et puis à côté de lui, il y a un papy qui est assis tranquillement et qui se déhanche aussi et qui bouge et qui bouge et qui bouge et qui bouge. Et le jeune homme retire ses écouteurs et lui dit « Ah, Rolling Stone !» Et lui fait non, Parkinson. C'est de l'humour noir. Oui, mais enfin. Oui, c'est bien. Il faut dédramatiser la situation. Il faut savoir. Et je vais revenir sur exactement. Il faut savoir la prendre comme il est. Puis je sais que les Anglais n'aiment pas l'humour français. Alors je me demande qu'est-ce que fout Parkinson en France, lui qui est anglais. Tout simplement. Oui, il roule à gauche, il parle pas français. Il n'a rien à faire ici. Mais on les aime, les Anglais, on les aime. Alors. Francis voulait intervenir. Oui, juste pour vous dire, au niveau de l'orthophoniste, c'est très agréable d'avoir une orthophoniste aussi loquace. Oui, bien sûr. Qui s'exprime très bien. Bah, c'est son métier. Je disais tout à l'heure, je fais des A forts, après je fais des Kala, après Kalapataga, et ça éclaircit la voix parce que quelquefois effectivement. Carambar. Comment? Carambar, tu le fais? Pas de publicité pour le sucre, Francis. Ouais, c'est pas bien. Et puis les dentistes, parce que les carambars, il y en a beaucoup qui connaissaient des dents de sagesse. Des dents tout court même. Vous êtes bien sur 98.4, l'émission animée par Olivier Fourcade. Et sur re2m.org, il faut pas l'oublier, c'est l'internet de la radio. Oui, c'est vrai, tu as raison. L'internet mondial. Olivier Fourcade, Francis Virpat et votre serviteur Gérard Beau. Et on vous aime de tout notre cœur. Et c'est jeudi aujourd'hui. Olivier, je te aujourd'hui, donne la parole. Il fait beau et ça fait du bien dans ce jour de rentrée radiophonique. Ce qu'on va évoquer là dans l'interview qui suit, c'est une rencontre que j'ai faite il y a quelques jours là avec le professeur Tison, donc neurologue au CHU de Pellegrin notamment, et qui a lancé le programme MBSR, qui est un programme de méditation. Donc je l'ai interviewé à nouveau parce qu'il était déjà venu en parler à la radio, mais ça fait toujours du bien de revoir ces classiques et de parler des choses qui fonctionnent. Donc on va l'écouter de suite là avec Francis, par l'intermédiaire de Francis.
nous parler des bienfaits de la méditation et comment ça fonctionne, comment on peut mettre ça en place chez soi. Je précise également que le professeur Tison est professeur Tison. Il est neurologue, il appartient également à la Maison du cerveau de Bordeaux et à la structure Neuricaire dont il est l'animateur et administrateur. C'est un type absolument formidable, c'est un neurologue qui cherche, c'est un neurologue qui trouve, c'est un neurologue qui nous apporte, je dirais, à tous les patients atteints de maladies neurodégénératives, eh bien, un soutien indéflectible. Merci, monsieur le professeur François Tison. Bonjour, je suis aujourd'hui avec le professeur Tison au CHU de Palgrin. Donc, professeur Tison qui est neurologue et responsable du Centre d'excellence des maladies neurodégénératives au CHU de Bordeaux et à l'Université de Bordeaux. Pour commencer, est-ce que vous pourriez brièvement nous expliquer en quoi consiste ce centre et quelles sont vos missions principales auprès des patients atteints de la maladie de Parkinson? Bonjour. Alors, ce centre, en fait, fait partie des 7 centres qui ont été labellisés dans le cadre du plan maladie neurodégénérative en 2015 et essentiellement d'un programme de recherche qui implique à la fois l'Université de Bordeaux et le CHU de Bordeaux. Il n'est pas spécifique à la maladie de Parkinson, mais concerne toutes les maladies neuroévolutives et regroupe 56 équipes de recherche. La mission principale est une mission de coordination des efforts de recherche, en particulier entre les cliniciens, les chercheurs fondamentaux, les sciences humaines et sociales. Très bien, merci pour ces précisions. J'ai oublié de préciser dans la présentation que vous êtes aussi parrain de l'émission Espoir sans tremblement, à laquelle vous avez déjà participé lors des premières éditions il y a 2 ans. Ces dernières années, on en a parlé régulièrement à la radio également. On voit émerger en complément des traitements médicamenteux des approches dites non pharmacologiques. Et pourquoi est-ce que c'est important d'explorer ces pistes? On appelle ça aussi des interventions non médicamenteuses. Oui, on les appelle soins complémentaires ou interventions en santé ou soins non conventionnels. Il y a beaucoup de terminologie. Je crois que ce qui est important, très simplement, c'est de proposer les meilleurs soins de soutien, les meilleurs soins complémentaires en complément des meilleurs soins médicamenteux. Et on sait que c'est la conjonction de ces 2 approches qui permet le meilleur traitement et le meilleur soutien de nos patients. Ouais, c'est une sorte de synergie entre le traitement classique médicamenteux et ce traitement non médicamenteux. Absolument, on peut le voir comme ça, oui. Ok. Merci pour ces précisions également. On va rentrer un peu dans le détail de la méditation, justement, puisque c'est ce qui nous intéresse en ce moment même. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la MBSR, qui est un programme, je crois, qui a été créé par John Kabat-Zinn à la fin des années 70? C'est la même, c'est donc l'acronyme signifie en français programme de réduction du stress basé sur la méditation de pleine conscience. Donc c'est un programme qui est basé sur la pleine conscience, donc avec des pratiques autour de la méditation, mais également autour du mouvement, mais également une approche un peu psycho-éducative autour du stress. Donc c'est un programme qui est très structuré, et le fait qu'il soit structuré, simplifié, a permis de le tester du point de vue scientifique. Et donc on sait maintenant qu'il a une valeur sur certaines dimensions, certains aspects dans les maladies chroniques dont on reviendra éventuellement si vous le souhaitez. D'accord. Mais alors du coup, qu'est-ce qui distingue ce programme des pratiques de relaxation classiques qu'on a l'habitude de voir, au yoga par exemple, ou des gens qui pratiquent la méditation plus traditionnelle? Alors, dans votre phrase, il y a plusieurs éléments. Il y a le terme de relaxation. En fait, la méditation de pleine conscience n'est pas une pratique de relaxation. D'accord. Relaxation, c'est tout un domaine particulier. Il n'y a pas de volonté a priori de relaxation dans la méditation de pleine conscience. Par contre, le yoga est une approche psychocorporelle qui est intégrée au programme de MBSR.
Donc le yoga se rapproche beaucoup plus des pratiques méditatives. D'accord. En quelques mots, il y a des pratiques méditatives qui sont classiques, qui est l'assise, où on s'assoit pour méditer et atteindre en quelque sorte de calme mental. Mais il y a des pratiques sur le corps, qui sont des pratiques sur le corps statique ou sur le corps en mouvement. Il y a des pratiques marchées aussi. Et dans les pratiques en mouvement, elles sont inspirées du yoga. Oui, donc en fait, l'idée, c'est vraiment de pratiquer la pleine conscience dans le mouvement de la pratique du yoga ou de la méditation MBSR. Non, c'est la pratique. Alors, le programme MBSR, lui, il a ces 4 types de pratiques dedans. Oui, d'accord. Voilà. Donc, la pratique méditative assise, la pratique méditative en mouvement, la pratique du mouvement en conscience, issu du yoga et la méditation marchée. Oui, c'est ça. Donc, le mot-clé, c'est conscientiser, en fait. Le mot-clé, c'est pleine conscience, en fait. Oui, c'est pleine conscience. Très bien. Et selon les études, justement, qui ont mesuré scientifiquement et documenté ces résultats, qu'est-ce qu'on a pu observer? Alors, le point essentiel, l'efficacité principale, c'est une efficacité sur la détresse psychologique associée aux maladies chroniques et en particulier la maladie de Parkinson. Et en clair, c'est la symptomatologie anxieuse, la symptomatologie dépressive, et qui est vraiment les 2 dimensions les plus impactées et les plus régulièrement impactées en fonction des études. C'est ce qu'on retrouve de manière le plus solide. En fait. D'accord. Donc c'est les symptômes qu'on peut avoir dans la maladie de Parkinson, tels que les tremblements, ne sont pas impactés. Indirectement. Indirectement. Quand vous avez une meilleure régulation du stress, une meilleure régulation émotionnelle, moins d'anxiété, indirectement, vous améliorez le tremblement. Mais ces programmes-là impactent plus la détresse psychologique que la symptomatologie motrice. D'accord. Et c'est un effet indirect sur le stress qui permet de réduire les tremblements. C'est compris. Est-ce qu'il existe un programme spécialisé? J'imagine que oui, pour lequel les patients pourront en bénéficier et être encadrés dans une approche structurée. Une excellente question, parce que dans la plupart des maladies chroniques, on a utilisé soit des approches un petit peu globales, génériques, on va dire, comme le programme MBSR, qu'on peut considérer comme le programme Mindfulness en santé un peu générique. Mais dans beaucoup de maladies chroniques, les spécialistes de ces maladies se sont intéressés à ce qui pouvait être adapté aux maladies qui font l'objet de leur intérêt. Et ça a été le cas avec la maladie de Parkinson. Donc, dans une première étape, on a étudié l'effet du programme MBSR, donc générique, avec des patients atteints de maladie de Parkinson, pour regarder quel était cet effet. Puis, secondairement, avec les patients qui avaient passé le programme MBSR, on a conçu quelque chose d'un petit peu plus adapté à la maladie de Parkinson. On appelait ça le programme MADAPARK, pour programme de méditation adapté à la maladie de Parkinson. D'accord, et ça c'est à Bordeaux spécifiquement? Pour l'instant, oui, mais on essaie de trouver les moyens financiers d'étendre un petit peu ce programme dans le cadre de la recherche, dans un premier temps à la région, par exemple. Donc, on est en train de réfléchir à des développements en ligne, en fait, pour pouvoir permettre à un plus grand nombre de participer. D'accord. Et est-ce que cette méditation, ce programme, peut aussi aider les proches ou les aidants qui ont souvent une charge émotionnelle, mentale importante? Alors, ce type d'approche, oui, absolument. Et ça a été démontré dans beaucoup de maladies chroniques et dans la maladie de Parkinson en particulier, et en particulier concernant le programme MBSR ou des programmes apparentés. Ça permet d'améliorer la détresse psychologique, la gestion du stress, la gestion émotionnelle, le fardeau des aidants. Oui, c'est pas uniquement dédié aux malades, de manière générale. N'importe qui peut s'y mettre. Le programme MBSR, c'est un programme de bien-être qui est disponible pour tout un chacun. Ouais, c'est ça. Ça a des effets bénéfiques sur tout le monde. Et alors justement, le programme MBSR,
le programme type, comment ça se déroule? C'est quoi la durée, la fréquence, rapidement Alors que ça soit le programme type comme le programme Madapark, c'est 8 semaines. Donc c'est 8 séances, 8 séances plus une journée de pratique. Donc je vous dis 8 semaines mais ça peut varier de 8 à 12 semaines en fonction du rythme des séances. Et une fois par semaine en général, mais parfois ça peut être une fois tous les 15 jours. Donc il s'agit de séances de 2h30. Ok. Et est-ce que alors je crois savoir que c'est accessible normalement pour les patients en début de maladie. Est-ce que c'est aussi accessible pour les patients qui sont atteints à un stade plus avancé? Alors c'est pas tellement une question d'accessibilité en fait. C'est une question qui est vraiment une question d'adaptation, d'indication et scientifique. C'est que ces programmes-là ont montré leur efficacité plutôt dans des stades légers à modérés de la maladie. C'est-à-dire que dans des phases tardives, on ne sait pas, on sait moins comment ça peut être efficace, et ça demanderait en tout cas des adaptations profondes en fait, en particulier des adaptations aux difficultés physiques, aux difficultés cognitives, pour ne citer qu'elles. D'accord. Donc ça veut dire que on n'a peut-être pas suffisamment de recul sur les études qui ont été faites sur ces programmes, sur la durée de la pratique pendant la pathologie de la maladie de Parkinson, par exemple. Non, ça veut dire que dans les phases avancées de la maladie, dans les phases tardives de la maladie, ces approches-là demandent à être, je pense, beaucoup plus structurées, adaptées à la situation des phases avancées de la maladie, ce qui est pas du tout impossible là, mais pour l'instant, on manque de données là-dessus, de données scientifiques. Mais je vois pas d'obstacle majeur, mais ça demande une adaptation. Oui, je comprends. Oui, et d'ailleurs, le recul qu'on a scientifiquement sur les études qui ont pu être faites sur cette pratique, c'est à peu près combien d'années? Le recul est quand même assez important, et 15 ans, je dirais. Oui, d'accord. Donc les premières études sont apparues il y a une quinzaine d'années. Okay. Et alors, pour les personnes qui seraient intéressées à pratiquer ça, vers qui elles peuvent se tourner? Parce que en fait, nous, la filière de soins, elle est assez déterminée. Ce sont les patients qui passent par le centre expert Parkinson du CHU de Bordeaux, qui ensuite sont adressés à l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, à moi-même, pour être intégrés dans un programme. Ceci dit, il y a des neurologues libéraux qui connaissent ces programmes, qui adressent des patients, et on espère pouvoir l'étendre en particulier à Limoges, et à Poitiers et à Libourne, en proposant des programmes par voie numérique. Mais en tout cas, ça part du neurologue. Ça part du neurologue de toute façon, donc ça demande une prise en charge par le neurologue de ville. Enfin, en tout cas, si jamais le patient a une demande particulière, il faut qu'il s'adresse d'abord à son neurologue. Oui. Ouais, d'accord. Ok. Et alors j'avais une autre question qui vient de me sortir de la tête. Si oui, la question pour terminer un petit peu cet entretien, parce qu'on arrive à la fin. Quelqu'un qui n'a pas forcément cet accès à un neurologue facilement, parce que dans les campagnes parfois un peu reculées, c'est le médecin généraliste qui suit son patient. Est-ce qu'il peut pratiquer tout seul la méditation? Est-ce que ça peut provoquer des effets bénéfiques pour lui? Est-ce qu'il y a des outils, des clés qu'on peut lui donner? Alors, en fait, ça pose toute la question de ces pratiques-là et de la démocratie territoriale dans ces pratiques-là. Il y a des gens qui pratiquent seuls, mais dans le contexte, dans les circonstances, c'est mieux d'être accompagné, ou en tout cas d'être conseillé, d'avoir accès à des approches qui sont, surtout dans le cadre du soin, d'avoir des approches qui sont structurées et faites par des gens qui ont des compétences à la fois dans la maladie et à la fois dans les approches. Ce qui pose la question, effectivement, de l'accessibilité, et donc ce qui pose immanquablement, ce qui va nous amener à réfléchir à les rendre disponibles par des moyens numériques, en fait.
Donc c'est vraiment l'approche de demain, c'est proposer ces solutions-là par la visio en fait. Tout simplement. Oui, ou par des applications, oui, absolument. Oui, oui, des choses qui sont enregistrées qu'on peut revoir en boucle. Oui, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que on puisse disposer d'un patient qui habite dans le sud Gironde, puisse disposer facilement de cette approche-là, sans devoir venir chaque semaine à Bordeaux. Ouais. Très bien. Merci pour ces éclairages. Merci pour votre temps. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et merci à vous. Et à bientôt. Bonne chance pour votre émission. Merci. Au revoir. Merci au professeur Tison de nous avoir accompagnés et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un spécialiste sur des INM. Et pas n'importe lequel. Ouais. Sur les fameux INM, tu peux rappeler, Olivier, intervention non médicamenteuse. Voilà, ce qui permet de compléter la panoplie des médicaments traditionnels qu'on peut avoir au quotidien. Et en fonction de votre pathologie, en fait, vous allez développer vos symptômes. En fonction de ces symptômes qui restent les vôtres, puisque comme on l'a déjà expliqué ici dans cette émission, il y a plusieurs façons d'attraper ou de développer la maladie de Parkinson. En fonction des sujets que vous allez développer, des inconvénients, des causes à effet, eh bien vous allez pouvoir sélectionner tout simplement des INM, interventions non médicamenteuses, où il n'y a pas d'ordonnance particulière. C'est à chacun comme il l'entend. Voilà. J'ai une question pour vous, messieurs. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. La dernière émission, c'était au mois de juin. Est-ce que pendant ces 2 mois, il y a eu des avancées? Alors, tu me prends un peu de cours, Francis. Ah oui, c'est comme ça. Mais oui, il y a eu je crois qu'il y a eu des avancées. Je sais plus si on en avait parlé ici, parce que ça date à peu près au moment de l'été. Mais il y a le Japon et l'Amérique du Nord qui ont lancé des études plutôt significatives sur l'humain concernant les cellules souches. Et en fait, ils implémentent alors les cellules souches, c'est quoi? C'est des cellules qui ne sont pas encore programmées pour devenir ce qu'elles vont devenir plus tard, un os, un neurone ou que sais-je, et qui vont se développer. Et donc, le scientifique arrive à les préparer pour qu'elles soient reprogrammées spécifiquement dans la maladie de Parkinson comme un neurone dopaminergique. Donc, ça s'introduit par voie intraveineuse et c'est envoyé donc directement dans le cerveau. Et donc, la cellule qui est reprogrammée par les scientifiques va pouvoir être régénératrice puisqu'elle va recréer des neurones dopaminergiques, donc les neurones qui meurent dans la maladie de Parkinson, qui sont recréés. Et donc ça, c'est une avancée majeure. En fait, c'est des neurones qui sont pris soit sur le patient lui-même. Vous dire comment, je suis pas scientifique, donc je ne saurais pas vous dire, mais sinon, sur d'autres approches, ils le prennent sur des embryons humains qui ne sont pas destinés à la reproduction. Et donc ça a des avancées vraiment significatives puisque ça serait les premiers éléments qui permettraient de guérir la maladie dans quelques années. Et on en est au test sur les hommes. Donc après c'est très encadré parce que éthiquement c'est un peu touchy comme on dit. Mais voilà, c'est plutôt porteur d'espoir pour les prochaines années. Complètement, c'est-à-dire que la recherche avance. Certains professeurs ont qualifié la maladie de Parkinson comme neurodégénérative la plus douce et la plus confortable par rapport aux autres maladies neurodégénératives. Oui, effectivement, tout est une question de point de vue et il faut savoir relativiser. Et la maladie de Parkinson, c'est... Nous sommes les représentants, puisque nous parlons effectivement dans le poste, dans la radio, dans le micro. Mais sachez, et je le répète pour ceux qui ne savent pas, nous sommes atteints de cette pathologie. Donc nous savons de quoi nous parlons, des maladies de Parkinson avec ses différents symptômes. Olivier et moi sommes 2 sujets totalement différents. Il y a une différence d'âge importante entre les 2 sujets. Et c'est important également de savoir que la maladie n'évolue pas de la même façon sur un sujet plus jeune, plus âgé.
Il n'y a rien de logique et de cohérent. Oui, en fait, elle évolue pas de toute façon, de la même façon sur chacun des patients. On le dit souvent ici, il y a plusieurs maladies parce qu'il y a plusieurs patients. Chacun va réagir différemment et on n'aura pas tous les mêmes symptômes. On sait que les tremblements, c'est environ 70% des patients. Donc voilà, Gérard a un peu de tremblements, moi j'en ai beaucoup moins. Moi, j'ai des rigidités musculaires, des insomnies, des choses comme ça. Donc, chacun va développer sa maladie en fonction de ses caractéristiques. En fait, il y a entre 40 et 50 symptômes différents et je crois qu'un patient peut en obtenir une vingtaine. C'est le loto. Donc, vous tirez des numéros et puis vous ne savez pas. Et votre neurologue et votre généraliste ne saura pas de quoi demain sera fait par rapport à la réaction de votre corps et le développement de ces bidouillages qui sont spécifiques à James Parkinson. Et moi, j'ai une autre question un peu plus couillonne. Comment vous le supportez? Comment vous vivez avec ça, on n'a pas le choix. Comment vous le transformez en positivité? On n'a pas le choix, donc il faut faire avec, sinon... Moi, j'utilise la maladie pour lutter contre la maladie. Parkinson, je ne l'aime pas l'appeler Parkinson, je l'appelle par son prénom, James. Je le tutoie. Le soir, quand je rentre dans ma chambre, je le laisse devant la porte et je lui dis « James, tu me fous la paix cette nuit, sinon demain matin, je ne vais pas être en forme pour m'occuper de toi. » Ça se passe pas trop mal. Il accepte de me foutre la paix la nuit. Mais je crois qu'il faut tutoyer la maladie. Il faut que cette maladie soit perçue comme une maladie tout à fait banale et surtout ne pas vous le cacher, ne pas faire de déni, Francis. Il faut ne pas s'avouer vaincu. Parce que c'est une maladie, comme le disait tout à l'heure Olivier, au long cours. C'est-à-dire que normalement, la maladie de Parkinson n'est pas une maladie mortelle, mais elle évolue sur des années. Regardez Jimmy Fox aux États-Unis, il a été diagnostiqué Parkinson, il avait 28 ans, il en a 63, 64. C'est il y a presque 40 ans qu'il a la maladie de Parkinson. Ouais. C'est un peu comme Barthelotte au Cap Ferret avec son trait de côte. Oui, c'est un travail de longue haleine. Ça roge, mais ça ne roge pas trop à lui quand même. Oui. Non, mais il faut être fier de ce que l'on fait. Il faut être courageux. Il ne faut pas se plaindre. Et puis il faut aller de l'avant. Quand Parkinson est fatigué, il faut l'écouter, vous reposez quelques minutes, quelques instants, et vous repartez d'un bon pied et d'un bon œil quelques minutes plus tard. Donc, on apprend à vivre avec Parkinson. Il y a un mode d'emploi. Chacun possède son propre mode d'emploi qui n'est pas valable. Olivier a son mode d'emploi. Moi, Gérard, j'ai le mien. Donc, en fonction de ce que j'ai besoin, je tire la sonnette d'alarme, je l'emmène. Il y a une chose. Moi, je dis que Parkinson, c'est un être humain. Il est en moi. Donc c'est mon Parkinson à moi et je le partage avec personne. Et j'ai envie de le balader, je lui dis tiens, je vais ici, je vais là. La semaine dernière, je suis allé à Royan, je l'emmène à Royan. Il n'y a qu'un endroit où je n'ai pas voulu l'emmener, c'est à Castillon-la-Bataille. Parce que c'est là où les Anglais ont pris une raclée monumentale en 1453. Moi, je l'y ai emmené cet été, tu vois, j'y suis allé avec les enfants. On est allé voir le spectacle de Castillon-la-Bataille. Ah, mais t'as pas été à l'endroit où il y a eu la guerre. T'étais voir le spectacle. Oui, le spectacle de Castillon-la-Bataille. Moi, je voulais l'emmener voir l'endroit où Talbot, père et fils, ont été tués en 1453. Et je précise que c'était l'arrêt brutal de la guerre de 100 ans. Et les Anglais sont repartis chez eux 10 ans plus tard en ayant signé un accord au château de Piquigny, en baie de Somme, au nord de Paris. Donc 1453, l'arrêt brutal de la guerre de 100 ans, 1463, le départ des Anglais définitif, mais il y en a qui sont restés. La preuve, Parkinson est un intrus. 2025, est-ce que tu crois qu'il a traversé l'Atlantique avec le maroilles, le patient anglais? Les maroilles, les fameux fromages du nord de la France. La baie de Somme est un peu plus au sud quand même. Le château de Piquigny est à visiter, c'est assez sympa. Donc nous voilà bien bâtis, nous voilà bien lotis, mais surtout ce que nous voudrions, c'est vous donner de l'espoir, vous donner l'envie d'avoir envie, vous donner envie de vivre normalement, même s'il vous tracasse. N'ayez pas honte de dire j'ai la maladie de Parkinson. Ne le cachez pas. Dévoilez-le, dites-le. J'ai pas dit qu'il fallait aller le chanter sur les toits, mais admettez d'être malade et admettez d'avoir la force, le courage, la bienveillance. Il faut tout avoir pour Parkinson. Parkinson, il faut de temps en temps le laisser faire. Et vous le laissez faire. Oui. Gérard, Olivier, une petite annonce.
un petit appel, les témoignages. Oui, si vous voulez témoigner, effectivement, vos témoignages sont les bienvenus. On en reçoit régulièrement à la radio. Donc souvent, je les retranscris par le biais de ma voix à la radio. Et si vous voulez venir, même si vous êtes dans la région, vous serez cordialement invité. On vous accueillera sans problème autour du micro dans le studio. Et on vous posera les questions. Comment vous vivez votre maladie? Comment vous faites au quotidien? On avait reçu il y a quelques années maintenant un habitant de la région qui avait subi l'opération de la stimulation cérébrale profonde, et qui vivait ça très bien. On voyait pas du tout qu'il était malade. Donc il y a des choses à faire, et c'est toujours bien de partager les expériences pour apprendre sur soi et apprendre des autres. Partager, c'est ça qui est important. N'oubliez pas que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est ce que nous voudrions vous offrir. Venez nous rejoindre à la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4, mais également dans l'association Parkinson Vivre et Travailler, qui est une association dynamique et qui ne se plaint pas et qui fait avancer tous les patients atteints de pathologies neurodégénératives. Et moi, je vais vous remercier, messieurs, pour votre courage. Et puis vous dire bravo pour ces 3 ans. Merci Francis, et merci pour ton accompagnement. Francis, merci à la radio d'Entre-deux-Mers de nous donner la parole, d'avoir créé cette émission de toutes pièces. Certes, elle n'a pas toujours été parfaite, elle n'a pas toujours été... Comme aujourd'hui, on a eu des ratés au démarrage. Non, mais le bug, c'est pas de nous, on parle de toi. C'est toi le bug, en fait. Merci Gérard. En tout état de cause, on se retrouve le 16 octobre prochain, le 3e jeudi du mois à 14h. Avec l'ortho. Avec Marie-Justine, exactement, qui va nous accompagner une nouvelle fois. GG et son patient anglais. Et on aura aussi normalement une annonce à faire sur France Parkinson, qui lance un nouveau programme qui s'appelle le programme A2PA. Donc on vous en dira un peu plus à ce moment-là. Et peut-être des projets télévisuels. On ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est dans les tuyaux. On vous fait des bisous, des câlins. Vous êtes au mois de septembre, c'est bientôt l'automne qui arrive, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, mais le Parkinson, lui, il tient debout, il est fier, comme disait mon beau-père, fier et gueux. Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les 3e jeudis du mois de 14h à 15h sur le 98.4 FM et sur re2m.org. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Mais l'amour n'a pas changé. Adam et Ève, c'est toi et moi. On est fait tous deux pour vivre ensemble. Adam et Ève, c'est toi et moi. Et pour nous la vie commence. Tu es mon premier homme et je suis ta première femme. L'un à l'autre on s'est donné une âme. Chaque instant de pluie, de ténèbres